Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grace Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres heureuses ou malheureuses qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Alors, d'habitude, je commence directement mes épisodes, mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai fait une petite intro parce que je voulais préciser que l'enregistrement de cet épisode numéro 11, il a été fait très récemment et j'ai vraiment pris un immense plaisir à le faire. C'est celui que j'aime le plus parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir fait un énorme pas en avant dans mon cheminement vers une meilleure relation à mon corps et au poids et à l'alimentation. Et voilà, je trouvais très important de le dire parce que voilà, c'est vraiment un épisode extraordinaire pour moi où j'ai pris conscience de beaucoup de choses en l'écrivant, en le préparant, en l'enregistrant. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Hello, hello, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la charge émotionnelle des aliments et de son impact sur notre relation, et la mienne en particulier, à l'alimentation. Alors pour moi, cette prise de conscience, elle a enclenché des changements très étonnants et à mon avis essentiels dans mon quotidien qui me font manger différemment, réagir différemment, tant sur un plan émotionnel, mental, que sur un plan physique, sur mes sensations au niveau de mon corps. Alors, toute ma vie, j'ai pensé que si j'écoutais mes envies, en fait, j'allais me goinfrer du matin au soir. Et j'utilise ce mot goinfrer, mais j'aurais pu dire baffer, bouffer, ingurgiter, avaler, tous ces mots affreux et péjoratifs qu'on utilise avec un grand dégoût pour parler de cet acte pourtant vital et plutôt agréable qui est le fait de se nourrir. Alors, si je me lâchais, je pensais que j'allais effectivement me gaver de tous les aliments terribles inscrits sur mes listes et celles des mets à fuir, à ne pas manger sous peine de grossir et d'être une mauvaise personne. En fait, pourquoi est-ce que je pensais ça? Parce que j'étais tout le temps en restriction, dans des régimes, dans des programmes, dans un espèce de mindset de contrôle. Et quand je lâchais, quand j'y arrivais plus, quand je craquais, en fait, effectivement, je me ruais sur tout et n'importe quoi, jusqu'à l'inconfort, parce que, en fait, directement, je me jugeais et je me disais, foutu pour foutu, autant manger à mort. De toute façon, tu vas grossir, t'es qu'une merde et tu mérites d'être grosse. Et donc, dans ma tête, quand j'ai abordé l'alimentation intuitive pour la première fois, je me suis dit non, ça ça va pas le faire, c'est pas pour moi. Tout simplement parce que j'avais une telle peur de moi-même, un tel préjugé en fait sur mes incapacités à contrôler, sur justement mes pertes de contrôle, que voilà, quand ta diététicienne te dit voilà, tu vas lâcher le contrôle et tu vas manger ce que tu veux, c'est panique à bord, quoi. Voilà, moi je me suis dit que j'allais me mettre à manger 24 heures sur 24, des trucs terribles, super gras, super sucrés, super salés, enfin tous les composants de ma liste des aliments interdits.
Et voilà, c'est un regard sur moi-même et sur la confiance que j'avais en moi qui est très négatif et je me rends compte que j'avais tort parce que ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas compris, c'est que en fait avant justement, c'était ce contrôle permanent qui déclenchait ces espèces de compulsions, des troubles du comportement alimentaire et une suralimentation. Voilà, et que les crises émotionnelles que j'exprimais à travers ces troubles en fait, ben que cet engrenage me maintenait vraiment dans ce mindset qui est complètement négatif. Et du coup, avec l'alimentation intuitive qui remet de la conscience dans la relation aux aliments, dans ma relation à moi-même, je me fais plus confiance et je suis plus à l'écoute des sensations de mon corps et donc j'ai un mindset complètement différent. Et évidemment, mes émotions, elles ont gagné en fluidité, elles circulent mieux. Et ça change tout. Et ça change particulièrement la relation à la nourriture. Ça permet de d'alléger, en fait, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de choses qui sont interdites, on n'est plus du tout en alerte. On n'a plus besoin de profiter d'un moment de lâchage pour se gaver. Voilà, tiens, par exemple, ce soir, c'est cheat meal. Ça, voilà, il y a beaucoup de régimes où on utilise, toute la semaine, on mange des feuilles de salade et puis le samedi, le dimanche, on se lâche. Ou bien, voilà, on est en plein régime hyper strict et puis là, c'est mon anniversaire, alors paf, je vais me lâcher. Ou aujourd'hui, c'est Noël. En fait, là, on n'a plus... on élimine toutes les conditions de ce genre et on s'autorise en fait à manger inconditionnellement. On sort des listes alimentaires, on remet tous les aliments au même niveau. En fait, on fait la paix avec la nourriture. On va même jusqu'à pratiquer une certaine neutralité alimentaire. On apprend à se faire confiance à son corps, à écouter les inconforts et les signaux qu'il peut envoyer ou au contraire la faim. Parce que voilà, plus on fait une classification alimentaire dans laquelle on pose une charge émotionnelle forte dans un aliment, qui peut être de manière négative la peur, la culpabilité, la mauvaise santé, l'addiction, le stress, tout simplement l'interdiction. Plus on va être obsédé et attiré vers cet aliment. Donc on arrête ce classement et on remet tous les aliments dans la grande liste de ce qui se mange tout simplement et on supprime du coup toute la charge mentale qui est associée aux aliments. Et ça, c'est une prise de conscience, super importante et super intéressante. Alors inversement, dans les aliments qu'on avait classés dans la liste autorisée ou recommandée, la charge émotionnelle, cette fois, elle est voilà, cet aliment, c'est un aliment santé, c'est un aliment rassasiant, c'est un aliment peu calorique, équilibré. Enfin bon, voilà, on remet ces aliments qu'on avait classés dans plein de listes différentes au même niveau et il doit pas y avoir en fait de valeur émotionnelle dans un aliment. Un aliment c'est un produit neutre, il n'y a pas d'émotion dans un aliment, c'est nous qui le mettons. Ce qui veut dire qu'on a la capacité de modifier ou de neutraliser cette valeur émotionnelle qu'on ajoute à un aliment. Alors avant, par exemple, quand j'avais une envie non autorisée, associée à une compulsion, etc., en fait, admettons que j'avais devant moi ce fameux truc interdit, j'étais en mode pilote automatique, contrôle total, donc on va dire j'avais en main
des biscuits sablés aux amandes et sur la table une pomme. Alors la charge émotionnelle d'une pomme, elle est très différente de celle d'un biscuit, bien sûr. Hein. Une carotte n'a pas la même charge émotionnelle que un hamburger. Alors cette pomme, je la regardais, je me disais, allez, sois raisonnable, choisis la pomme. Pose ce biscuit, il est plein de gras, de sucre, des mauvaises farines, il va te faire du mal, il va te faire grossir. La pomme, c'est bon pour la santé, ça va te donner un bon goût, tu seras une meilleure personne si tu fais ce choix-là, tu seras sage, tu seras une personne qui respecte ton corps, qui respecte ta santé. Même si ça ne te fait pas du tout envie de manger cette pomme, bah, ignore ce signal, tu verras, ça va calmer ta faim. Alors que là, bon, en réalité, il ne s'agit pas du tout d'une faim. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais manger ma pomme en pensant à ce biscuit et les minutes, les heures, les jours passant, parce que bah, ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines même. Le désir des biscuits devient de plus en plus fort, la charge émotionnelle, elle devient de plus en plus importante, elle s'installe, elle devient récurrente et automatique, c'est-à-dire qu'on met dans chaque aliment une charge émotionnelle et au fond, bah, la pomme n'est plus une pomme, le biscuit n'est plus un biscuit et ils sont juste la traduction de mes émotions, de mes jugements, parce que concrètement, bah, une pomme, c'est 80 calories et 3 biscuits sablés, c'est 110 calories. Donc, finalement, de toute façon, je vais finir par craquer et par manger ces biscuits, mais j'aurais aussi mangé la pomme, ce qui est assez intéressant parce que finalement, une pomme, c'est aussi 80 calories, voilà, ça fait pas maigrir quand on mange une pomme, on perd pas du poids. Sauf que bah, ces biscuits, au lieu de manger les 3 biscuits que j'aurais probablement mangé si je n'avais pas eu de problème avec ma relation à la nourriture, ben là, je vais en manger énormément. C'est le truc du foutu pour foutu. Je vais manger sans plus aucune conscience, sans plaisir, dans la honte, dans la culpabilité. Voilà, c'est des moments où on se sent mal, où on se sent nul, incapable, faible. Souvent, on se dit que ben voilà, les autres ont raison, qu'on n'a aucune volonté, qu'on mérite de prendre du poids, d'être gros, ou enfin voilà. Donc ce sont des erreurs que je ne fais presque plus, que je ne fais plus. Maintenant, quand j'ai cette fameuse envie bah, qui arrive, eh ben, je me mets en mode observation et dialogue avec moi-même et je me demande de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui pourrait répondre à cette envie? De quelle nature elle est? Alors si j'ai envie d'une pomme, eh ben, je choisis la pomme et si j'ai envie de ces biscuits, je mange ces biscuits. Mais je me détache autant que possible. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je me détache autant que possible de cette charge émotionnelle que je vais mettre dans l'aliment. Et quand j'ai fait mon choix, j'essaie vraiment le plus possible aussi de manger en dégustant, de prendre mon temps, de me dire que j'ai fait le bon choix, que je me sens en confiance avec moi-même, que je mange en conscience aussi, et j'apprécie, et ça fait une énorme différence. Et en fait, je pense que ne pas être à l'écoute de ces envies-là, ben, ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé mentale, sur notre équilibre émotionnel et du coup sur notre santé physique. Moi, toute ma vie, j'ai été focalisée sur mon poids. Euh, Tout ce que j'ai fait, toute ma vie, a tourné autour de mon poids et de l'idée de perdre du poids. Et ce que j'ai en fait avec l'alimentation intuitive, quand on comprend que le poids n'est pas le vrai problème, et ben c'est là que la guérison peut commencer. Le fait de focaliser sur le poids, ça nous déconnecte complètement de tout ce que l'alimentation intuitive nous amène à reconnecter.
Donc voilà, la première chose à accepter, c'est de ne plus se focaliser sur la balance, sur son poids, sur les chiffres d'une manière générale, que ce soit les calories, le poids des aliments, le poids que font les autres, la comparaison avec notre poids et ceux des autres, la taille qu'on fait. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est à dialoguer avec moi-même et à prendre le temps d'observer mon fonctionnement, d'analyser justement mes envies et mon comportement alimentaire en tant que qu'observatrice et communicante sans jugement avec moi-même. Donc finalement, ce qui fait réellement prendre du poids, c'est la charge mentale, la culpabilité, le contrôle des prises alimentaires et des produits qu'on choisit. Les compulsions engendrées par les restrictions, en fait, elles se multiplient, elles s'aggravent, et donc le classement de la nourriture en catégories, du coup, la frustration aussi comme déclencheur de prise de poids. Donc en fait, plutôt que de s'attaquer aux aliments, au chocolat, aux pizzas, aux burgers, aux féculents, au sucre, etc., en réalité, il faut se désintéresser de ça et par contre s'intéresser effectivement à ces 5 éléments qui reviennent tout le temps, qui sont la culpabilité, le contrôle, la compulsion, la catégorisation et la frustration pour comprendre ce qui se passe en nous. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de règle commune pour tout le monde. En fait, chacun a des besoins différents. Et c'est justement ça que l'alimentation intuitive nous invite à faire. Donc, on commence par prendre la décision d'arrêter les régimes et d'arrêter de croire au régime. Et alors, on se respecte, on fait attention à ce qu'on se dit à soi-même, à comment on se parle. Ça c'est vraiment quelque chose, voilà, que je n'avais jamais mis en place et qui vraiment fait un grand changement en soi de comment je communique avec moi-même. J'apprends à me faire confiance, à m'écouter, à écouter mes besoins. Et puis on trouve l'alimentation qui nous convient, mais qui nous convient seulement à nous personnellement, en fonction de nos goûts, de plein de critères qui sont propres à chacun. Alors le problème aussi que j'avais, c'était mon incapacité à comprendre ma faim. En fait, les habitudes que j'avais prises au travers des régimes, c'était surtout de ne pas écouter cette faim et d'écouter les règles de mon régime. Donc, avec les régimes, il m'arrivait très souvent de ne pas manger alors que j'avais faim, ou de continuer à manger alors que je n'avais plus faim, mais pour respecter la prescription d'une assiette type que le régime m'imposait. Mais en fait, je ne me posais même pas la question, j'avais aucune idée de l'importance de respecter ma faim. Et en fait, le concept des régimes, il détruit totalement tout ça. Il met du contrôle partout, donc c'est un contrôle extérieur. Ce sont des verrous extérieurs qui n'ont rien à voir avec notre propre rythme. En fait. Avec l'alimentation intuitive, on va vers une reconnexion à notre faim. Et parce que c'est vrai que si on n'est pas capable d'écouter ces signaux, on peut avoir des compulsions alimentaires, manger d'une manière totalement anarchique, sans conscience, sans mâcher parce qu'on a tellement faim que on prend pas le temps, on cherche juste à se remplir. Du coup, voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas la présence nécessaire pour repérer la satiété. Ça entraîne des inconforts dans notre digestion, des douleurs, des ballonnements, voire des malaises. Par exemple, le dumping syndrome, alors qu'il touche les personnes qui ont eu une opération de chirurgie bariatrique. Et puis, on n'a pas ce plaisir de la dégustation, de goûter. Finalement, en fait, on ignore notre faim et
finalement, si on ignore cette faim, le corps, lui, il va se protéger. En fait, il va stocker pour éviter justement les restrictions. En fait, c'est le mauvais engrenage qu'on a tous plus ou moins connu à travers les régimes. Et du coup, j'en reviens à cette nécessité de dialoguer avec soi, de se questionner, de se répondre aussi. Et ça paraît un peu toc-toc, mais vraiment, c'est super efficace. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai toujours adoré les petits-déj. J'adore l'odeur du pain grillé, j'aime les tartines beurrées, j'aime le café, la ricorée, le thé, bon, peu importe la boisson. Le problème avec ce genre de menu pour moi, c'est que ça déclenche des dumping syndrome assez facilement. Donc le dumping syndrome, c'est une complication qui est assez fréquente de la chirurgie bariatrique. C'est une sorte de malaise qui est dû au passage trop rapide d'aliments qui n'ont pas été assez digérés dans l'intestin grêle. Alors on ressent une fatigue intense, on transpire, on se sent ballonné, nauséeux. Ça peut déclencher de la diarrhée. Et moi, perso, ça prend déjà 30 minutes pour passer et puis au moins 1 heure, voire deux, pour me remettre. Et voilà, c'est un assez long moment où je me sens vraiment KO. En fait, j'ai remarqué que certains aliments déclenchaient ce syndrome chez moi, et particulièrement le petit déjeuner, parce que les tartines, le pain, en fait, accompagné d'une boisson, je pense, descend plus rapidement vers mes intestins. Bon, je sais pas vraiment, mais c'est l'analyse que j'en fais. Et en fait, avant, j'ignorais tout simplement mes capacités à doser les composants de ce petit déjeuner pour éviter le malaise. Parce que, en gros, comme le pain et le beurre et la confiture étaient catégorisés comme aliments à fuir, de toute façon, je culpabilisais tellement de manger des tartines que, foutu pour foutu, autant en manger trop. Je savais que j'allais être malade tout de suite dans la foulée, mais le vice, il allait jusqu'à me dire que c'était ma punition pour avoir mangé des aliments interdits. En fait, je me respectais tout simplement pas. J'étais totalement guidée par mes croyances puisées dans la culture des régimes, et je me trouvais nulle, je me trouvais incapable de contrôler, incapable de résister à une tentation. En fait, le discours habituel d'auto-jugement ultra négatif. Aujourd'hui, grâce à l'alimentation intuitive, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Je m'observe, je sais où sont mes limites, au-delà desquelles je pourrais être malade, et je ne les dépasse plus. Je me prépare en confiance mes 2 tranches de pain complet, parce que je sais que la farine complète me convient mieux. Elle déclenche moins elle a moins de risques de provoquer un dumping syndrome, et je prends un grand plaisir à manger sans plus de malaise derrière. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce que le dialogue avec soi et l'arrêt complet du jugement, et qui est remplacé par l'observation et le dialogue, c'est salvateur pour notre santé mentale, pour notre santé physique, et puis pour le déroulement de notre journée et l'estime de nous-mêmes, quoi. Du coup, ce que j'ai pu observer dans les prises alimentaires qui dépassent un seuil de confort, c'est que finalement, comme cet acte est commis, entre guillemets, dans la culpabilité, parce que finalement c'est comme si on transgressait une règle ou des règles qu'on nous a données ou qu'on s'est soi-même imposées. Du coup, le fait de se rendre compte qu'on est en train de transgresser ces règles-là, il y a comme une punition automatique qui se fait.
Et finalement, le simple fait de manger au-delà de notre confort physique, en fait, on se punit, on se fait du mal. Et l'exemple que je viens de donner là du dumping syndrome, je sais que je n'en suis pas responsable. C'est une pathologie qui est conséquente à une chirurgie bariatrique et bon, le patient, il n'y est pour rien. Si on l'assimile à une erreur qu'on fait, à une conséquence d'un mauvais comportement qu'on aurait, c'est comme ça, parce qu'en plus, c'est comme ça en gros, qu'on nous l'explique hein, quand on évoque ça auprès d'un chirurgien ou d'une équipe médicale, une équipe bariatrique. On nous infantilise devant ce syndrome qui sert de levier à plus de contrôle. On nous dit que si on a un dumping syndrome, c'est que on a trop mangé. Alors effectivement, c'est le cas, sauf que cet avis-là n'est pas émis dans un but de bienveillance, mais plutôt dans un cadre de culpabilité. Et donc, à partir du moment où moi, je décide que le dumping syndrome, c'est quelque chose qui n'est pas de ma faute, que j'ai pas envie de le vivre au quotidien parce que c'est une sensation désagréable et que j'observe et que je m'écoute pour savoir ce qui déclenche ces crises. Et si je réalise que je peux réduire ce problème, en fait, du coup, c'est un problème qui n'en est plus un et qui devient juste une histoire de confort et de respect de soi. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire du mal, de souffrir, je vais manger 3-4 tartines parce que voilà, en conscience, je sais que ce que ça va me faire et ça veut dire que en conscience, je me punis de quelque chose, mais à partir du moment où je fais la paix, justement avec tout ça, toutes ces culpabilités, ces soi-disant fautes, j'ai plus aucune raison de me faire du mal et bien au contraire, je n'ai que des bonnes raisons pour faire des choses pour mon confort et pour me faire du bien. C'est vraiment quelque chose que je découvre, que je n'imaginais pas du tout. J'avais jamais envisagé une approche de moi-même dans un dialogue paisible, neutre, et c'est assez étonnant. D'où l'importance d'apprendre aussi à s'aimer parce que quand même on va être avec soi-même jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Alors autant faire ami-ami, s'aimer et se débarrasser du jugement. Et ça a été très important pour moi d'apprendre ça, c'est-à-dire de ne plus me regarder comme juge et critique, mais comme observatrice et communicante. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un autre épisode là-dessus, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, sur mon chemin de guérison, ce sont des mots, des phrases et des concepts qui résonnent très très fort. Voilà, la santé mentale, c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas vraiment réfléchi, j'avais pas fait le lien entre l'obésité, les régimes, la charge mentale, la pression de la société, etc. Et du coup, c'est vrai que déjà on est beaucoup à se mettre des charges mentales constamment, à se juger négativement, et on n'a pas le réflexe de se poser en observateur avec une certaine bienveillance, une certaine neutralité, une fluidité émotionnelle en fait, laisser circuler les émotions plutôt que de les bloquer et de les utiliser contre nous-mêmes. En fait, je pense que c'est de cet ordre-là. Si on lâche le jugement, on n'a plus de raison de se punir. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions à me faire, surtout n'hésitez pas à me faire des petits messages, à me contacter. J'ai vraiment besoin de vos retours aussi sur tout ce cheminement que je partage avec vous. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.